Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, donc j'ai eu envie de poursuivre ma rétrospective Larry Clark. Donc après vous avoir parlé la semaine dernière de Ken Park, j'ai eu envie cette fois-ci d'aborder son deuxième film en tant que réalisateur, donc Another Day in Paradise, sorti aux États-Unis fin 98 et en juin 99 en France et en Belgique. Alors, au casting, donc on retrouve dans les rôles principaux James Woods, Melanie Griffiths, Vincent Kartheiser et Natasha Gregson Wagner. Et dans des rôles plus secondaires, voire même tertiaires, on retrouve des noms désormais bien connus tels que Lou Diamond Phillips, Peter Sarsgaard ou encore James Otis. Alors le résumé en quelques mots, donc l'histoire se déroule au début des années 70 aux États-Unis, dans l'État du Midwest. On y suit l'itinéraire d'un jeune couple d'adolescents complètement camés et à la dérive, donc Bobby et Rosie. Et alors, bonjour, ils vont faire la rencontre d'un autre couple bien plus âgé qu'eux eux-mêmes, complètement drogués, à savoir Mel et Rosie. Et alors, ces derniers vont convaincre le jeune couple de les accompagner dans une escapade faite de gros coups, d'argent facile, de violence et, vous l'aurez compris, de péripéties de plus en plus dangereuses. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie de revoir et de vous parler de ce film? Eh bien parce que Another Day in Paradise occupe une place quelque peu particulière dans la filmographie de Larry Clark. Alors, je le redis, donc c'est son deuxième film en tant que réalisateur. Il fait suite à son premier et très controversé Kids, que j'avais déjà un peu abordé au moment de Ken Park. Donc, il a eu de vifs problèmes avec la censure parce que il dépeignait l'adolescence d'une manière peu ragoûtante, hein, en montrant des ados qui n'hésitaient pas à coucher à droite et à gauche comme ça, sans la moindre protection, et qui plus est, se livraient en plus de la sexualité aux drogues dures et à toutes sortes d'autres larcins. Et donc, la réputation sulfureuse du film n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, qui plus est à Hollywood. Et donc, pour son deuxième film, Larry Clark se retrouve donc avec un budget beaucoup plus confortable. Il se retrouve même à devoir diriger deux stars, hein, James Woods et Melanie Griffiths. Et cette fois-ci, donc l'inverse total de Kids, un casting composé à 100% de professionnels. Parce que dans les rôles donc des deux adolescents à la dérive, donc on a Vincent Kartheiser et Natasha Gregson Wagner qui avaient déjà tourné auparavant dans des petites productions. Et alors, pour le reste du casting, voilà, je ne vais pas les citer, hein, mais voilà, donc on a déjà des comédiens déjà bien rodés, dont c'est le travail principal. Et voilà, en aucun cas, le casting sauvage dont Larry Clark a eu recours pour Kids et dont il reviendra par la suite pour Ken Park, Wasp Rockers et tous ces autres films. Voilà. Mais voilà, entendons-nous bien, malgré le fait qu'on sent qu'il y a voilà, qu'il y a un budget quelque peu plus confortable, eh bien, ça reste un film indépendant. Voilà, c'est pas du tout un blockbuster américain, je veux dire loin de là. Mais on peut dire aussi que, voilà, niveau scénario, donc ça a été écrit par un scénariste lui-même hollywoodien. J'étais d'ailleurs étonné d'apprendre ça parce que le scénario a été donc coécrit par Christopher Landon et Stephen Sheen. Et tenez-vous bien, Christopher Landon, qui à l'époque débutait en tant que scénariste, est depuis devenu le réalisateur d'Happy Birthday, donc film d'horreur que je n'ai pas vu, dont j'ai eu des retours par ailleurs à la fois mitigés et corrects, mais sans plus. C'est également le scénariste de Paranormal Activity, donc c'est drôle de se dire que depuis le bonhomme a visiblement fait carrière dans l'horreur et qu'il a débuté en tant que scénariste sur, euh, sur un drame, voilà, sur un drame psychologique en quelque sorte. Mais bon.
Et donc, le scénario est adapté donc d'un roman du même titre de Eddie Little, qui était un roman autobiographique en quelque sorte, qui a été publié d'ailleurs en 97, soit un an avant la sortie du film. Eddie Little, qui était, voilà, qui déclara d'ailleurs que tout ce qui se passe dans le film correspond en gros à ce qu'il a vécu dans la vie. Donc, d'ailleurs, il est mort assez jeune. Il avait à peine atteint la cinquantaine, et donc il explique que c'était la période, voilà, le film, je l'ai dit, se déroule au début des années 70, hein, sexe, drogue, rock'n'roll, et que donc, il a lui-même vécu comme ça cette vie de délinquant, de truand, et que donc largement autobiographique. Et c'est d'ailleurs ce qui a séduit Larry Clark, qui lui-même, Larry Clark, qui était jeune trentenaire hein, à cette époque, il est né en 43, et qui a lui-même vécu une vie de marginal. Hein, je veux dire, déjà à l'époque, bon, il avait déjà donc sa réputation de photographe quelque peu sulfureux, hein, notamment qu'il n'hésitait pas à photographier comme ça des corps adolescents, le plus souvent torse nu, comme il le fera par après dans ses films. Et donc, bref, Larry Clark s'est senti concerné par cette histoire. Excuserai, une chatouille. Et donc, il a eu envie, eh bien, de le porter à l'écran. Y voilà. Et je ne l'ai pas encore dit, mais James Woods lui-même, en plus d'être l'acteur principal, en est également le producteur. James Woods, qui, vous connaissez sans doute, a pour réputation de s'investir énormément dans ses personnages, et lui-même était très intéressé à l'idée de faire le film. Alors, voilà, donc au niveau des thématiques, eh bien, on retrouve bien les thèmes de prédilection de Larry Clark. Hein. On est toujours dans une histoire d'adolescent, mais cette fois-ci, et c'est là que le film, pour moi, est intéressant, on a vraiment un film qui questionne, j'ai envie de dire, le choc des générations. Donc, c'est-à-dire qu'on a à la fois deux couples de deux générations différentes. Donc, d'un côté, les petits jeunes, donc Bobby et Rosie, qui sortent à peine de l'adolescence et qui, aussi bien physiquement que psychologiquement, se sont décrits comme déjà limite, je ne dirais pas proches de la mort, mais voilà, quelque peu usés par le temps, et les drogues aussi, il faut bien le dire. Et d'un autre côté, ce couple un petit peu plus âgé, de quinquagénaires, joué par James Woods et Melanie Griffiths, qui eux justement, c'est là tout le propos du film, vont se reconnaître en quelque sorte en ce couple de jeunes, voire même pour reprendre l'expression de Rosie jouée par Melanie Griffiths, ce couple de kids. C'est drôle quand on se dit Kids, premier film de Larry Clark, puis le mot Kids qui revient quand même plusieurs reprises, plutôt que Teen qui veut dire ado. Et donc bref, donc quelque part, c'est un peu ça aussi qui a intéressé donc Larry Clark. Donc l'idée d'un côté la jeunesse perdue, on peut le dire, pour Bobby et Rosie, et de l'autre en quelque sorte la jeunesse retrouvée donc pour Mel et Sid. Et d'ailleurs, on va voir que Larry Clark va justement s'amuser comme ça des fossés de génération, notamment une séquence qui est assez drôle où on va voir Mel et Bobby qui vont, voilà, qui s'achètent un coffre d'armes et qui s'amusent à tester les différents revolvers. Et alors, on voit que au début, Mel s'amuse un petit peu à sermonner Bobby en lui disant fais attention, c'est pas un jouet, etc. Et puis on va voir que Mel lui-même est comme un gamin avec un revolver en main. Enfin, on va les voir tous les deux comme ça brandir les revolvers, faire mine de se tirer dessus, etc. Donc c'est là qu'on sent que quelque part, eh bien, euh, quelle que soit, je vais dire, la différence d'âge, eh bien, les deux se sont restés d'éternels gamins, quoi. Je vous dirais, on est un peu dans une sorte comme ça de jeunesse perdue, donc d'êtres humains qui ne seraient jamais véritablement arrivés à l'âge adulte. Et on le sent même au niveau du comportement de Mel qui, dès qu'il y a quelque chose qui dérape, il va se mettre à boire au point de, en plus d'être déjà camé, de s'enfoncer de plus en plus dans l'alcool et de l'agressivité. Donc on va voir qu'il est totalement incapable d'assumer ses responsabilités et qu'il perd pied littéralement, au point que
Sid, qu'on pourrait prendre au départ un peu pour le cliché, je vais dire, de la bimbo, comme ça, qui a pas grand-chose à dire, et qui finalement, on le comprendra par la suite, se révèle très maternelle, et que c'est elle qui va un petit peu prendre les devants. Donc voilà. Donc il y a toute cette idée comme ça de jeunesse perdue qui traverse les deux générations. Après, voilà, une jeunesse, on peut dire, qui aussi, et ce que j'apprécie aussi, c'est que, voilà, pas besoin d'en dire plus. Bon, on devine que, ben voilà, Bobby et Rosie parlent très peu de leurs parents. Bon, ils disent même que leurs parents respectifs n'ont pas fait le travail comme il fallait. Donc voilà, pas besoin de flashback. Enfin, même si à un moment donné, on va voir un court flashback dans lequel on va voir le comportement quelque peu malsain du père de Bobby vis-à-vis de sa mère. Mais voilà, c'est tout ce qu'on aura comme signe d'indice. Et donc on sent que bah, quelque part, ces jeunes font avec ce qu'ils font, quoi. Je veux dire, voilà, ils n'ont pas eu, pour ainsi dire, de repères, et donc ils ont fait en fonction de ce que leur environnement leur a laissé. Et on pourrait dire que c'est pareil dans le cas des personnages donc de Mel et de Sid, à la différence près qu'ils voient justement ce jeune couple une sorte de seconde chance, quelque part de seconde jeunesse. Et on va les voir d'ailleurs que ça va leur redonner un regain d'énergie, donc avec au point même que bah, Mel va se sentir quelque peu une sorte de fibre paternelle, et idem pour Sid, dont on apprendra d'ailleurs que ils n'ont jamais su avoir d'enfants pour des raisons d'impuissance, voilà, tout simplement. Voilà. Alors, bah, l'autre thème aussi qui visiblement a intéressé Larry Clark est celui de la fuite du temps, qui rejoint un petit peu bah, la jeunesse perdue, donc le temps qui passe, les excès. On aura d'ailleurs cette très belle phrase au moment où bah, Mel dira à Bobby que, contrairement à lui, bah, qu'il a encore le choix, que bah, quand Mel le rencontre, il lui dit voilà, t'as même pas 20 ans et j'ai déjà l'impression que t'es au bout de ta vie, comme si t'avais déjà tout donné. Et alors on sent qu'il n'a pas envie qu'il finisse comme lui, même s'il va l'entraîner dans des mauvais coups, même si bon voilà, Bobby n'a pas eu besoin de rencontrer Mel pour devenir déjà délinquant. Mais on sent qu'il se dit que, même s'il ne le dit pas complètement, qu'il a envie de faire de ce garçon, quelque part, un autre homme, pas forcément son double. Et on sent qu'il a envie, bah, quelque part, de bien tourner et de ne pas laisser ces deux jeunes gens, donc Bobby et Rosie, se laisser dépasser par le temps, au point de devenir comme eux. Voilà. Alors on pourrait également citer comme ça bah, un petit peu le thème du double, hein, mais bon ça c'est, je crois que j'ai pas vraiment besoin d'en dire plus, hein, je veux dire Mel qui se reconnaît en Bobby plus jeune, Bobby lui-même qui voit Mel comme père de substitution, et aussi par la même occasion Sid comme une sorte de mère. D'ailleurs c'est drôle de se dire que Larry Clark s'attache beaucoup plus à nous dépeindre la relation paternelle, je dirais, entre Mel et Bobby, plutôt que celle entre Rosie et Sid. Sid, dont je le répète, le personnage va progressivement gagner en importance. Voilà. Et donc pour le coup, bah, on se dit que ce film, donc dans l'esprit de Larry Clark, bah, est très important dans la mesure où d'une part, il peut se voir, selon ses propres dires, comme une sorte d'autobiographie, et d'autre part comme un film dans lequel il se questionne sur lui-même. Voilà, à savoir qu'à cette époque-là, donc Larry Clark avait bah, se rapprochait tout doucement de la soixantaine, à mine de rien, il avait entre 55 et 60 ans, que il avait mis du temps avant de réaliser son premier film, vu que je le rappelle, il est photographe de base. Et donc déjà avec ce deuxième long métrage, il choisit de faire le poids sur lui-même, sur ce qu'il est devenu aussi, bien que malgré son passé sulfureux, voilà, il est quand même devenu photographe de renom, réalisateur de renom aussi, vu que il a quand même été récompensé, y compris pour Kids, et encore, et je l'ai dit, pour Another Day in Paradise.
mais on sent qu'il a envie, à travers ce film, d'un peu faire le poids sur lui-même. Voilà, à travers cette cavalcade, enfin cette cavale, mais qu'on peut même, parler de cavalcade, à travers l'enfer. Voilà. Et d'ailleurs, en termes d'inspiration, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y a un petit côté, effectivement, Bonnie and Clyde. Bah, d'ailleurs, certains critiques n'ont pas hésité à parler de Bonnie and Clyde Gore. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu de ça, hein. Il y a toujours le côté road movie, policier comme ça, donc road movie sauvage, ben, qu'on a déjà retrouvé dans un film dont j'ai déjà parlé sur la chaîne et dont je vous invite à voir la vidéo si ce n'est pas encore fait, dans Freeway, avec Reese Witherspoon, dans un rôle un peu différent, mais aussi comme ça d'ado marginal. Et quelque part, c'est un petit peu la même idée ici. Donc on a l'idée comme ça d'une sorte de course folle à travers les États-Unis, sur fond donc de cavale, de police et de larcin en tout genre. Voilà. Mais je vais dire autrement, ça s'arrête là. On pourrait aussi parler de Natural Born Killers, donc Tueur né d'Oliver Stone, sorti 5 ans auparavant, en 94. Donc voilà, pas mal de films comme ça dans les années 90, hein, Freeway, Natural Born Killers, ou maintenant Another Day in Paradise, qui traite un peu comme ça de l'idée de couple en cavale, même si ici, dans le film de Larry Clark, ce ne sont pas proprement parlé des tueurs, hein, ce sont des junkies, clairement, enfin des voleurs junkies, mais qui vont devoir prendre la fuite. Eh bien, voilà, même si ici, il n'y a pas proprement parlé de regard politique sur la chose, donc il n'y a pas vraiment, bon, même si on devine que voilà, on a un peu dans l'Amérique des années 70, le côté, je le disais, sexe, drogue et rock'n'roll, qui est d'ailleurs représenté par la BO, très bonne BO d'ailleurs, qui rassemble, j'ai envie de dire, des noms tels que Bob Dylan, Dolly Parton, et ou encore comme ça un petit peu de musique country. Donc c'est un film quand même mine de rien assez musical. Alors je dis pas que c'est pas du tout une comédie musicale, No Day in Paradise, mais voilà, on sent que la musique a également une certaine importance à travers ce film. Donc quelque part on peut le voir comme une sorte de trip, mais de trip certes sous acide, mais qui va à 200 à l'heure, vraiment comme un roller coaster. Voilà, d'autant plus que j'ai pas encore parlé de la réalisation, mais voilà, j'y arrive. Le montage est très dynamique, très rapide. Alors le film en soi est pas très long, hein, il dure 1h35, mais voilà, cette sensation comme ça de montage rapide, Larry Clark l'a souhaité comme une course à la mort. C'est comme ça qu'il voit son film, hein, une course à la mort, dans lequel on va voir que les personnages vont par exemple être pris dans un coup foireux, ils vont prendre la fuite, ils vont s'arrêter quelques minutes, et puis ensuite un nouveau coup foireux. Donc on sent que le montage est vraiment très nerveux, très intense, et tout ça, c'est pour symboliser la fuite à la mort. Alors rassurez-vous, je ne suis pas du tout en train de spoiler, mais on devine que ces personnages marginaux, il ne peut rien leur arriver de bon, hein. Je veux dire, ce sont des criminels, ce sont des junkies. Là où ils passent, ça foire. Enfin, partout où ils passent plutôt. Donc c'est ça, c'est vraiment une vraie course à la mort, on pourrait même dire un vrai ballet à la mort que Larry Clark donne à voir au spectateur, d'où un montage comme ça vraiment très frénétique, très serré. Bah, d'ailleurs, on le voit bien, même au niveau des scènes de violence, parce qu'il y a quand même des scènes de fusillade comme ça, donc des règlements de compte, hein. On va voir, bon, c'est Larry Clark, du sang giclé et autres, mais on sent qu'on est dans une violence sèche et crue, qui n'a absolument rien à voir avec la violence burlesque et esthétique qu'on pouvait trouver dans les films de Tarantino, en tout cas ceux des années 90, comme Pulp Fiction et Reservoir Dogs. Donc ici, voilà, la violence dans No Day in Paradise, voilà, elle est crue, elle est sèche, elle est gore et elle est rapide, quoi. Je veux dire, voilà, un type se prend une balle dans le ventre, voilà, il meurt. On ne va pas s'attarder sur le cadavre ou autre. Donc vraiment, un vrai beau montage dynamique.
Voilà, et une intrigue, je le disais, qui suit les états d'âme de ces différents protagonistes. Voilà. Alors, je vais maintenant dire un petit mot sur le casting. Alors, voilà, je ne vais pas redire les noms, hein, comme je vous l'ai dit, composé à 100% de professionnels. Alors, est-ce que c'est une condition imposée par les studios ou quoi? Ça, je ne sais pas, mais de toute façon, quoi qu'il en coûte, les acteurs ici sont merveilleusement dirigés. On a James Woods qui est quasiment parfait, comme ça, en vieux truand, on peut même dire en truand sur le retour, qui veut s'offrir une seconde jeunesse, qui voit en ce jeune couple une manière de se refaire une jeunesse et qui va se rendre compte qu'en réalité, même s'il veut jouer comme ça les durs et les pères de substitution, il est lui-même encore un gamin. Et on va le voir hein, dans sa manière de... Il va d'ailleurs lui-même se trahir. Hein, il fait genre que tout va bien, tout roule. Et dès que ça commence à partir en oui, on va le voir, tel le petit garçon en colère qui va... je veux dire, qui va cogner partout dans les portes de la voiture, etc. Enfin, c'est une scène plutôt drôle d'ailleurs, hein, volontairement cocasse. Alors dans le rôle de sa compagne Sid, on a Mélanie Griffiths, qui, je le disais, hein, au départ peut paraître comme ça un peu potiche, mais qui en réalité est brillante, hein, qui sert également un petit peu de mère de substitution et dont le rôle, au fur et à mesure du film, va gagner en intérêt et également en intensité. Prestation d'ailleurs très touchante, très... notamment, voilà, quand elle raconte qu'elle n'a jamais su avoir d'enfant et on sent toute la tristesse à la fois dans son regard et dans sa voix, voilà, d'où l'importance de la voix, hein, je le dis toujours. Et alors, du côté des jeunes, donc on a Vincent Kartheiser. Alors Vincent Kartheiser qui par la suite se fera connaître pour le rôle de Peter Campbell, donc l'employé carriériste aux dents longues de la très bonne série Mad Men, une de mes séries préférées d'ailleurs, qui connaîtra donc une bonne petite carrière, qui ici a un rôle complètement à l'opposé de celui de Pete Campbell, donc un ado comme ça complètement marginal, à la dérive, le type d'ado qu'on retrouve dans quasi tous les films de Larry Clark, qui lui, en fait, compte, a surtout besoin, on va dire, d'un père de substitution. Voilà, c'est même dit dans le film, il veut se donner un air de dur, d'autant plus qu'à un moment donné, bon, je vais pas en dire plus, mais il y a quelque chose de très important qui se déroule entre lui et sa petite amie, et là, on sent qu'il a quand même envie, malgré tout, il comprend qu'il va devoir assumer ses nouvelles responsabilités. Voilà, je n'en dirai pas plus. Et donc, dans ce rôle-là, voilà, Vincent Kartheiser, plutôt bon acteur, hein, je veux dire, voilà, il arrive à avoir ce côté comme ça très écorché et vif, le côté encore un peu rebelle comme ça, qui va jouer les durs et qui en réalité est rempli de failles qu'il va avoir du mal d'ailleurs à cacher durant les moments compliqués. Alors à ses côtés, on a Natasha Gregson Wagner, donc qui elle n'est pas forcément très connue et qui est la fille justement de Natalie Wood. Alors est-ce que c'est un hasard de la part de Larry Clark de l'avoir engagée? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est drôle de se dire que bon, je connais pas très bien le destin de Natalie Wood et j'en ai simplement entendu parler comme ça, mais voilà, on se dit que c'est pas au hasard s'il a choisi cette jeune comédienne-là, donc Natasha Gregson Wagner, qui est d'ailleurs une actrice visiblement très expressive, qui en une moue peut vite faire comprendre si elle est en colère, si elle est triste ou si elle est fâchée, qui là aussi a un rôle au départ un peu, je dirais pas de faire valoir, mais c'est au départ les deux hommes qui sont surtout mis en avant, et puis petit à petit on va la voir aussi s'affirmer, voilà. Et je l'ai pas vraiment dit, mais il y a vraiment un effet de miroir entre les différents personnages, ce qui rend le film d'autant plus intéressant. Donc voilà, niveau interprétation, Larry Clark démontre que ce soit avec des professionnels ou avec des non-professionnels, il sait y faire en matière de direction d'acteurs. Voilà. Et donc, globalement, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Eh bien, vous l'aurez compris, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Je suis d'ailleurs ravi de l'avoir redécouvert parce que ça m'a permis de mieux l'apprécier encore. Mais de toute façon, je vais dire, vous l'aurez compris, moi et Larry Clark, on s'aime beaucoup, hein. Je veux dire, on ne se connaît pas personnellement, mais voilà, j'apprécie beaucoup son travail que je trouve fort intéressant.
beaucoup moins gratuit et, que certains veulent le voir. Voilà, comme je dis toujours, ne pas se contenter de regarder uniquement les images, toujours regarder ce qu'il y a au-delà. Un réalisateur, quand il montre un plan, enfin, quand il dévoile un plan au spectateur, je dis toujours, c'est pas simplement pour faire joli, c'est toujours pour représenter une idée, en tout cas chez les bons réalisateurs, ce qui est le cas ici chez Larry Clark. Donc je ne peux que vous recommander de vous jeter sur Another Day in Paradise, qui en plus est l'un des films les plus accessibles de Larry Clark, clairement, l'un des mieux structurés scénaristiquement parlant, même si on sent, désolé, comme je disais, qu'il y a cette fois-ci, bon, il y a eu quand même un peu les studios, je vais dire, derrière lui. Alors je le répète, ça reste un film indépendant, mais voilà, avec quand même James Woods, star s'il en est, qui était quand même derrière lui, etc. Mais on sent qu'il a quand même pu faire le film qu'il souhaitait. Donc voilà, j'ai envie de dire, si vous ne connaissez pas encore Larry Clark, ben, je vous recommanderais peut-être de commencer par un Another Day in Paradise, et ensuite d'enchaîner avec Kids, par exemple. Et donc, si je devais lui mettre une note, ce serait, allez, 8,5 sur 10, vraiment, c'est plaisir de la redécouverte. Film que je vous recommande chaudement. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, ben, je vous invite à me dire en commentaire, à me le dire en commentaire, également me dire si vous avez vu le film, si vous l'avez apprécié ou pas. Quant à nous, ben, on se retrouvera très vite pour parler d'autres films. Inutile de dire que le programme, je m'en suis rendu compte, est quelque peu chargé ces derniers temps, mais tant mieux, hein, ça permet également de faire vivre la chaîne. Et oui, c'est aussi pour ça que j'ai créé une chaîne YouTube. Donc on se retrouvera très bientôt pour parler d'autres films. Salut, salut, à bientôt.